L'histoire s'ouvre dans l'orbite terrestre, où un vaisseau colossal nommé Gulag flotte sans but. Il abrite plusieurs humains d'origine, de genre et d'orientation sexuelle différents, mais tous sont unis par une chose, chacun d'eux possède au moins une difformité physique frappante. Ce groupe hétéroclite vit à bord du vaisseau depuis plusieurs décennies. Ils ont même construit une immense forêt à l'intérieur du vaisseau afin de répondre à leurs besoins en oxygène. Cependant, la situation n'est pas aussi idyllique qu'elle en a l'air. La solitude et la sensation d'être piégé à l'intérieur du vaisseau poussent régulièrement de nombreux habitants à la folie. Une nuit, plusieurs résidents sont assis dans la salle de vie, s'adonnant à diverses activités comme jouer du piano ou lire. Mais soudain, une femme fonce tête la première contre les vitres du vaisseau. Elle frappe violemment le verre avant de s'effondrer au sol, manquant de peu de se briser le crâne. Puis, elle se relève et répète ce geste 2 fois de plus avant de finalement s'effondrer, morte. Bien que cet incident se déroule sous les yeux de tout le monde, personne ne semble particulièrement perturbé. Il est évident que ce genre d'événement est fréquent à bord du Gulag. Suite à cette tragédie, le leader de la communauté, un homme nommé Bedzik, prend la parole. Il est connu pour sa main gauche grotesquement agrandie, une particularité physique qui le distingue de tous les autres. Prenant les choses en main, il demande à haute voix si quelqu'un se porte volontaire pour nettoyer et se débarrasser du cadavre. Évidemment, personne ne répond, et il est donc contraint d'assigner cette tâche aux Sœurs Dollars, un trio composé d'un homme transgenre, d'une femme et d'un homme biologique. Les 3 individus soulèvent docilement le corps sans vie et le jettent dans le vaste cosmos. Plus tard, Bedzik engage une conversation avec l'un de ses plus vieux amis à bord du vaisseau, Samswap. Cet homme se distingue par une difformité des plus singulières, une deuxième tête miniature pousse sur son épaule droite. Cette petite tête secondaire insiste pour être appelée, elle aussi, Samswap. Néanmoins, les 2 amis discutent des récentes morts sur le Gulag et du déclin de leur population. Le décès de la femme marque le 6e incident de ce genre au cours du mois en cours. Cela réduit leur nombre à seulement 93, ce qui est bien inférieur à leur population initiale lorsqu'ils sont arrivés sur le vaisseau. Au fil de leur conversation, il est révélé que leur vaisseau n'est pas le bienvenu sur Terre ni sur aucune autre planète habitée par des humains. Aucune civilisation humaine ne souhaite accueillir ces individus en raison de leur difformité physique et de leurs différences. Samswap reconnaît ensuite Bedzik comme le leader de facto du vaisseau. Il le félicite pour son leadership, soulignant qu'il est le seul à vraiment prendre les devants et à agir quand la situation l'exige. Il veut également savoir quels sont les projets de Bedzik pour l'avenir du Gulag. Cependant, ce dernier n'a aucun intérêt à être le chef de quoi que ce soit. Il souligne qu'il est lui aussi simplement un passager dans cette immense masse de métal flottante. À la suite de cela, Samswap change de sujet et aborde la maladie qui a provoqué leur difformité physique. Il est révélé que cette maladie est appelée le Sankrotte par les habitants de la Terre. Samswap tente d'explorer l'histoire de cette maladie, mais se laisse distraire par une multitude de sujets annexes. Connaissant l'habitude de son ami de divaguer sans fin, Bedzik se lève et s'excuse. Quelques instants après avoir échappé à cette conversation ennuyeuse, il tombe au beau milieu d'une autre. Les Sœurs Dollars l'encerclent rapidement et entament une discussion monotone. Elles évoquent avec nostalgie les plaisirs de la nourriture terrestre, notamment le croquant des chips. Une fois encore, Bedzik s'excuse et s'éloigne, tandis que les membres des Sœurs Dollars commencent à s'embrasser. Cependant, alors qu'ils se promènent dans le vaisseau, plusieurs autres résidents le saluent chaleureusement. Il est évident que tous le respectent et le considèrent comme le véritable chef du vaisseau. Peu après, Bedzik reçoit un appel de la chef des communications du vaisseau, Harmony. Elle l'informe qu'un vaisseau non programmé en provenance de la Terre se dirige vers eux. Ce vaisseau devrait s'amarrer au Gulag dans environ 8 heures. Ne sachant pas quoi faire, Harmony demande des instructions. Cependant, Bedzik balaie la question d'un revers de main et souligne une fois de plus qu'il n'est qu'un simple passager sur ce vaisseau. La scène change et nous voyons Bedzik passer un moment intime avec sa femme, Annie. Il souhaite allumer la lumière pour voir son visage pendant qu'ils font l'amour, mais Annie s'oppose farouchement à cette idée. Lorsqu'il allume la lumière malgré tout, elle se rhabille immédiatement. Cette réaction est due à sa difformité et à son insécurité vis-à-vis de son corps. Elle ne veut pas révéler son apparence véritable à Bedzik, persuadée qu'il la trouvera répugnante. Il lui répond qu'il l'aimera quoi qu'il arrive, mais Annie refuse catégoriquement de céder sur ce point. Après cela, le couple s'assoit sur le lit et commence à discuter. Bedzik lui révèle alors la véritable raison pour laquelle les Sankrottes ont été envoyés dans l'espace. Contrairement à ce que l'on prétendait, ce n'était pas à cause de la surpopulation sur Terre, mais bien en raison du dégoût que le reste de l'humanité éprouvait pour leur leader. Après encore quelques échanges, Bedzik finit par la convaincre qu'il veut faire l'amour avec elle, lumières allumées.
Cette fois, Annie acceptait, malgré son inconfort, elle laisse tomber son peignoir. À la surprise de Bedzik, sa peau est partiellement transparente, laissant apparaître plusieurs de ses organes internes. Cependant, avant qu'ils ne puissent faire le moindre commentaire, ils sont interrompus par un appel de Harmony. La chef des télécommunications informe Bedzik que le vaisseau venu de la Terre est arrivé et se prépare à s'amarrer au gulag. Au départ, Bedzik n'a aucune intention de sortir et de prendre en charge la situation. Cependant, Samswap, qui se trouve également dans la salle des systèmes avec Harmony, le pousse une fois de plus à agir. À contre-séhur, le vieil homme se dirige alors vers la salle des systèmes. Une fois sur place, Bedzik est informé que le vaisseau de la Terre a accosté. Il ordonne à Harmony de tenter d'établir une chambre entre les deux vaisseaux afin que l'individu venu de la Terre puisse entrer en toute sécurité à bord du gulag. Peu de temps après, un unique passager pénètre dans le vaisseau et se présente sous le nom de Barney Curran. Il salue les habitants du vaisseau et affirme qu'il est un ambassadeur envoyé par le gouvernement mondial de la Terre. Il ajoute qu'il est venu leur proposer une offre vraiment exceptionnelle. Très vite, toute la population du gulag éclate en protestation contre Curran. Bedzik lui dit que les habitants de ce vaisseau en ont assez des humains de la Terre, car ceux-ci les ont abandonnés à une mort certaine au beau milieu de nulle part. Curran, cependant, insiste pour discuter et leur demande de lui laisser une chance avant de prendre une décision. Ainsi, Bedzik, Samswap et la chef des communications Harmony emmènent le visiteur dans la salle verte du vaisseau pour un entretien privé. Le trio est persuadé que Curran est venu pour les expulser de l'orbite terrestre. Il se moque même de lui pour avoir voyagé si loin juste pour une mission aussi insignifiante. Cependant, Curran les surprend en révélant qu'il est lui aussi une victime du sans crotte. Il va même jusqu'à ouvrir son manteau pour exposer sa difformité. Curran leur confie que la maladie s'est propagée de manière exponentielle à travers le monde, infectant un nombre incalculable de personnes. Elle était initialement considérée comme éradiquée grâce à un remède mondial. Mais en réalité, le virus à l'origine de la maladie a simplement muté et est revenu encore plus puissant. Cette résurgence a conduit à des évacuations massives des villes, les populations cherchant refuge dans des abris isolés. Finalement, un autre remède a été découvert sous forme de sérum. Celui-ci a été synthétisé à partir d'enzymes trouvées dans le sang des premières personnes infectées par le sans crotte. Après ce bref résumé de la situation sur Terre, Curran en vient enfin à sa véritable demande. Il souhaite que Bedzik et les autres habitants du vaisseau donnent leur sang afin que ce remède puisse être produit à grande échelle. En échange, il promet que le gouvernement mondial leur offrira des terres en Amérique du Sud, où ils pourront vivre en paix. En entendant tout cela, Bedzik est sous le choc. Mais il nourrit de sérieux doutes quant aux intentions du gouvernement mondial et refuse d'aider Curran. Alors qu'une vive dispute éclate dans la salle verte, un résident nommé Smiley espionne leur conversation. Smiley, qui vit à bord du vaisseau depuis plusieurs années, est au bord de la crise de nerfs. Le manque d'air naturel et de nourriture terrestre pendant tout ce temps l'a lentement poussé vers la folie. Il entend Bedzik refuser une opportunité qui pourrait les ramener sur Terre. Cela le fait basculer et il perd complètement le contrôle. Il commence à crier de rage, affirmant qu'il veut rentrer chez lui. Il saisit alors une énorme barre métallique à proximité et tente d'attaquer Bedzik. Harmony intervient pour l'arrêter, mais Smiley la poignarde. L'impact est si violent que son corps sans vie reste empalé contre le mur. À la suite de cet événement tragique, Bedzik déclare qu'il va réfléchir à l'offre, et leur discussion prend fin pour l'instant. Il retourne alors à l'espace de vie où les autres membres de l'équipage attendent avec impatience d'apprendre ce qui s'est passé. À ce moment-là, Curran s'adresse directement à tous les habitants du vaisseau plutôt que de discuter avec Bedzik. Il annonce à haute voix que la maladie est hors de contrôle et que le gouvernement terrestre a besoin de leur sang pour créer un remède. En échange, le vaisseau sera autorisé à atterrir et ses résidents pourront s'installer définitivement sur Terre. Malgré cette assurance, Bedzik reste sceptique, persuadé que Curran ment. Il affirme même que si les résidents du gulag refusent l'offre, des soldats viendront leur prélever du sang de force. Mais, pour la première fois de sa vie, Bedzik ne reçoit aucun soutien des habitants du gulag. Même Samswap, qui ne s'est jamais opposé à son ami, semble plus enclin à croire Curran. Bedzik campe sur ses positions, ce qui mène à un affrontement avec Samswap. Il se tourne vers Annie et lui demande son avis sur toute cette affaire. À la surprise de Bedzik, elle est également favorable à une participation volontaire au programme de sérum. Cela laisse Bedzik seul dans ses convictions. Pris de rage, il attaque physiquement Curran. Samswap intervient pour l'arrêter mais, accidentellement, finit par tuer son plus proche ami. Annie, bouleversée, tombe à genoux et embrasse son mari défunt. La scène bascule ensuite vers les conséquences de cette tragédie.
Samswap, qui a désormais pris la tête du vaisseau, donne à Curran l'autorisation d'embarquer ses équipes médicales. 3 semaines plus tard, plusieurs professionnels de santé de la Terre arrivent sur le gulag. Ils prélèvent méthodiquement du sang sur chaque habitant et le stockent dans des tubes spécialisés. Pendant cette procédure, une doctoresse s'approche de Samswap pour lui prendre un échantillon. Elle lui exprime sa gratitude, reconnaissant que leur mission aurait été impossible sans sa coopération. Elle va même plus loin et le félicite pour son courage à aider l'humanité dans sa lutte contre la maladie. Samswap, un homme toujours fier, est satisfait d'entendre ces éloges. Finalement, les médecins parviennent à recueillir assez d'échantillons de sang pour atteindre leur quota. Samswap semble empli d'enthousiasme, mais une tension perceptible s'installe entre lui et Annie. Ce soir-là, Sam a une conversation sincère avec l'une des habitantes. Il exprime son profond chagrin face à la mort de Bedzik et jure qu'il n'a jamais eu l'intention de lui faire du mal. Elle le réconforte, soulignant qu'il a fait ce qui était nécessaire dans les circonstances. Elle lui rappelle aussi le mariage imminent des sœurs Dollar, une lueur de joie dans leur sombre réalité. Peu après, nous voyons le trio qui s'apprête à se marier. Elles se parent de quelques fleurs du vaisseau et paraissent enthousiastes à l'idée de leur union et de leur retour sur Terre. Samswap célèbre le mariage, qui est le premier à avoir lieu sur le gulag. L'atmosphère est emplie de joie et d'espoir lorsqu'il prononce les 3 époux unis. Pendant la cérémonie, Annie, désormais chef des communications, informe l'équipage que le vaisseau de secours en provenance de la Terre est arrivé. Samswap annonce alors qu'il est enfin temps de rentrer chez eux. Mais l'ambiance s'assombrit rapidement lorsque Curran entre dans le gulag, suivi d'une vague de nouveaux malades dus sans crotte. Ils envahissent l'endroit, observant leur nouvel habitat avec crainte et curiosité. Cette scène choque Samswap et les anciens membres d'équipage, qui réalisent qu'ils ont été trahis. Sous le choc de cette révélation, Samswap commet l'irréparable en fracassant sa tête contre la vitre du vaisseau. Quant à Annie, elle est assise sur le canapé où son mari Bedzik avait l'habitude de s'asseoir. L'histoire se conclut alors qu'Annie hurle aux autres de débarrasser le vaisseau du cadavre de Samswap et de le jeter dehors. Ces paroles indiquent clairement qu'elle est désormais la seule maîtresse à bord du gulag.